Bienvenue, Aim Eggery. Je suis votre conteur ce soir, ici pour vous guider vers un sommeil profond et paisible. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires avant de dormir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est. Et si une histoire en particulier vous intrigue, je serai ravi de l'entendre. Ce soir, je vais vous raconter des récits où la désolation rencontre l'étrange, où les choix désespérés ouvrent des portes vers des mondes que l'on préfère ignorer. Installez-vous, fermez les yeux, et laissez-moi vous emmener là où la réalité se fissure. Je n'ai jamais prévu de finir désespéré. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Personne ne se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais vendre mon confort, mon corps, ma dignité, peu importe le prix ». Cela arrive lentement, insidieusement. Les factures s'accumulent, les nuits raccourcissent, et chaque fois que vous croisez votre reflet dans un miroir, vos yeux semblent un peu plus creusés, un peu plus lasses. J'avais 19 ans quand ma famille s'est brisée. Mon père n'est pas parti dans un éclat de colère. Pas de cris, pas de porte claquée. Un dimanche matin, il a rempli une valise comme s'il partait en voyage d'affaires. Il a embrassé ma mère sur le front, m'a dit qu'il appellerait. Il ne l'a jamais fait. 2 semaines plus tard, nous avons découvert qu'il avait déménagé dans le sud de l'Arizona avec une femme qui ne devait pas avoir plus de 23 ans. Une collègue de travail, selon le seul message qu'il a daigné nous envoyer. Ce message fut la dernière trace de responsabilité qu'il montra. Ma mère a cessé de manger après ça. Elle avait déjà le diabète, mais le chagrin fait des choses cruelles au corps. Sa glycémie est devenue incontrôlable. Les visites à l'hôpital se sont multipliées. J'ai appris des mots qu'un adolescent de 18 ans ne devrait pas connaître. Ticket modérateur, franchise, marque d'insuline, plan de paiement. Nous étions de la classe moyenne inférieure, avant, assez à l'aise. Après le départ de mon père, nous avons commencé à couler. J'ai essayé l'université communautaire, j'ai essayé de faire semblant d'être normal. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait, c'était un nouveau rappel. Pharmacie refuse le paiement, retard d'assurance, le cabinet du médecin vous appelle. J'ai abandonné. J'ai travaillé dans la construction, puis comme livreur, puis n'importe quoi. Tout ce qui payait en liquide, vite. À 26 ans, je servais des verres de nuit dans un bar appelé le Pinson Rouillé, juste à côté de l'avenue du Port. Ni chic, ni dangereux, juste épuisant. Des sols collants, des néons qui bourdonnaient comme des insectes, un jukebox qui ne jouait que de la country et du rock classique. Des habitués qui buvaient comme si c'était leur deuxième métier. Je faisais des doubles, dormais 4 heures par nuit, mangeais ce qui était gratuit ou oublié. C'est alors qu'elle est entrée. C'était un mardi, une soirée calme. La pluie tapait contre les vitres, donnant à toute la rue une odeur d'asphalte mouillé et de cigarettes bon marché. J'essuyais le comptoir quand la porte s'est ouverte et que l'atmosphère de la pièce a changé. Pas bruyamment, juste un glissement. Elle n'a pas couru pour échapper à la pluie. Elle n'a pas secoué son manteau. Elle est entrée comme si le temps n'avait pas de prise sur elle. La cinquantaine, peut-être. Difficile à dire. Une police, mais pas jeune. Entretenue, comme quelqu'un qui paie des professionnels pour ralentir le temps. Son manteau était long, sombre, probablement plus cher que ma voiture. Ses cheveux étaient tirés en un chignon impeccable, des mèches argentées intentionnelles, pas accidentelles. Elle a balayé la salle d'un regard indifférent, puis s'est assise directement en face de moi. « Vodka soda », a-t-elle dit d'une voix calme. Aucun accent que je puisse identifier. Avec du citron vert. J'ai préparé son verre. Elle n'a même pas regardé le verre. Elle m'a regardé, moi. Pas comme les femmes ivres le faisaient, ni de manière flirt ou affamée. Elle m'évaluait. « Vous travaillez trop », a-t-elle dit. J'ai ri, parce que les gens disent souvent des choses stupides au barman. C'est l'histoire de ma vie. Elle a finalement pris le verre, a bu une petite gorgée, et a hoché la tête. Bon pauvre. Merci. Elle m'a observé une seconde de plus. Puis, comment vous appelez-vous? Evan. Evan, a-t-elle répété, comme si elle goûtait le mot. Je m'appelle Marabelle. Nous nous sommes serrés la main. Sa poignée était ferme, chaude, confiante. Elle est restée 1 heure, a peine bu, a posé des questions anodines. D'où je venais, si je vivais dans le coin, si j'aimais ce travail. Je lui ai donné des demi-vérités. Tout le monde le fait. Avant de partir, elle a glissé un billet plié sur le comptoir. Bien plus que le coût du verre. Mangez quelque chose ce soir, a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardé partir, la clochette au-dessus de la porte tintant comme si rien d'important ne venait de se passer. Je n'ai plus pensé à elle jusqu'à ce qu'elle revienne. Marabelle a commencé à apparaître 2 fois par semaine,
toujours seule, toujours habillée comme si elle allait quelque part de mieux. Parfois, elle parlait. Parfois, elle me regardait simplement travailler. Un soir, elle a demandé « Vous avez déjà l'impression de courir sur place ?» J'ai haussé les épaules. Ça ressemble plus à une course en descente, la plupart du temps. Elle a souri, pas amusée, mais compréhensive. Un autre soir, après la fermeture, elle a attendu pendant que je comptais la caisse. « Vous avez l'air épuisé », a-t-elle dit. « Quand est-ce que quelqu'un s'est occupé de vous pour la dernière fois ?» Je n'ai pas répondu, parce que la vérité aurait sonné pathétique. Elle s'est penchée plus près. J'ai capté son parfum. Propre, cher, faiblement floral. « Je pourrais rendre votre vie plus facile », a-t-elle dit. « Si vous me le permettez. » J'ai ri à nouveau, nerveux cette fois. Et voici le piège. Elle ne l'a pas nié. « J'aime la compagnie », a-t-elle dit. « Et je suis généreuse avec ceux qui sont bons avec moi. » Un silence s'est installé entre nous. Elle a glissé une carte sur le comptoir. A Pace, Lourdes. Pas de nom de famille, juste un numéro et une adresse. Dîner demain, 19h. J'ai fixé la carte, puis elle. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant », a-t-elle dit, déjà debout. « Mais vous devriez. » Elle est partie. Cette nuit-là, ma mère a appelé de l'hôpital. Son dosage d'insuline avait changé. L'assurance ne couvrait pas entièrement le nouveau traitement. J'ai fixé mon frigo vide ensuite. Et le lendemain soir, j'ai conduit jusqu'à l'adresse sur la carte. L'adresse m'a mené hors de la ville, au-delà des centres commerciaux et des magasins de prêt-sur-gage, vers une route tranquille bordée de grands arbres et de propriétés clôturées. Le genre d'endroit où les réverbères étaient inutiles parce que tout le monde pouvait se payer sa propre sécurité. Le portail s'est ouvert automatiquement quand je me suis approché. Je me souviens avoir pensé à quel point tout était étrangement calme. Pas de chien qui aboie, pas de bruit de circulation, juste le roulement des pneus sur les pierres. La maison n'était pas un manoir au sens clinquant. Pas de statue en or ni de fontaine. C'était pire que ça. Une richesse subtile, des lignes épurées, des vitres sombres, une longue allée disparaissant dans l'ombre. Marabelle m'attendait à la porte. « Vous êtes venu », a-t-elle dit, comme si elle savait déjà que je le ferais. Le dîner était irréel. Pas de la nourriture de restaurant chic, de la nourriture maison. Chod, Riel. Quelqu'un avait cuisiné, pas un traiteur. Elle a versé du vin, m'a demandé des nouvelles de ma mère. Elle a écouté, vraiment écouté. « Vous ne me devez rien ce soir », a-t-elle dit quand elle m'a senti me raidir. « Détendez-vous. » Et je l'ai fait. C'était ça, le danger. Au cours des semaines suivantes, les choses ont escaladé doucement. Pas de pression, pas de règles énoncées à voix haute. Elle a offert de l'aide pour les factures de ma mère, les a payées directement, sans poser de questions. « Tu n'as plus besoin de travailler au bar », a-t-elle dit un matin, traçant des cercles sur ma poitrine. « Tu as l'air plus reposé. » J'ai emménagé. Au début, ça ressemblait à un coup de chance. Grande chambre, vêtements propres, nourriture toujours prête. Une femme de ménage nommée Rosa, qui parlait à peine, mais me regardait comme si j'étais un bien inventorié. Marabelle insistait pour que je dorme tard. « Mange plus », disait-elle, touchant mes côtes. « Tu es trop maigre. » Elle aimait le contrôle, mais doucement, décidant de ce que je portais, de ce que je mangeais, de l'endroit où j'allais. « Tu n'as pas besoin du monde », m'a-t-elle dit un jour. « Tu as tout ici. » C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à sembler étranges. Ça a commencé par la fatigue. Je pouvais dormir 10 heures et me réveiller toujours épuisé. Mes muscles étaient lourds, comme si j'avais couru des kilomètres dans mes rêves. Parfois, je trouvais des ecchymoses sur mes bras, en forme de doigts, jaunes et violettes pâles. « Tu fais du somnambulisme ?» ai-je demandé un jour. Elle a souri, écartant mes cheveux en arrière. « Tu t'adaptes. » Puis les repas ont changé, toujours délicieux, toujours copieux. Mais après, je me sentais faible, étourdi, comme si ma tension artérielle chutait à pic. Une nuit, je me suis réveillé à cause d'un bruit. Un bourdonnement bas, mécanique, rythmé. Je l'ai suivi dans le couloir, pieds nus sur la pierre froide, jusqu'à une porte verrouillée que je n'avais jamais remarquée auparavant. Le bourdonnement a cessé. La porte est restée fermée. Le lendemain matin, mon bras me faisait mal. De petites marques de piqûres, comme des aiguilles. « Marabelle », ai-je dit, levant mon bras. Elle l'a embrassé doucement. « Tu es en sécurité. » Ce n'était pas une réponse. J'ai commencé à fouiner. Son bureau était toujours verrouillé. Un après-midi où elle était sortie, je l'ai forcé. Des étagères de livres, des revues médicales, de vieilles photographies. Des hommes,
Des jeunes hommes, différents visages, même progression, en bonne santé, plus minces, creusés, disparus. Et puis j'ai trouvé la mienne. Evan, groupe sanguin O négatif. Excellent compatibilite. Je n'ai pas eu le temps de respirer avant qu'un bruit de pas ne résonne derrière moi. Tu n'étais pas censé voir ça encore, a dit Marabel calmement. Avant que je puisse bouger, quelque chose a frappé mon crâne. Je me suis réveillé habillé en noir, faible, à peine conscient. Une musique résonnait dans une immense pièce éclairée aux bougies, des gens en masque, aux yeux bandés, riaient. Marabel se tenait à côté de moi, radieuse. « Tu m'as bien nourri », a-t-elle chuchoté. « Maintenant, tu nous nourris. » Quelque chose d'amer a brûlé ma gorge. Des mains m'ont saisi. Des ongles, des dents. La douleur a explosé partout. J'ai hurlé jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Puis des sirènes, du chaos. Les gens ont couru, les mains m'ont lâché. Je me suis effondré, saignant, seul. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Ma mère était là, vivante, en pleurs. La police avait attrapé quelques personnes. Pas Marabel. Ils ont parlé d'un culte. Des rituels sanglants, une obsession de longévité. Ils ont dit que j'avais de la chance, mais parfois, tard dans la nuit, je sens encore son parfum, et je sais qu'elle est quelque part, toujours affamée. Je n'ai jamais prévu de devenir le genre de personne qui mesure sa valeur en avis d'échéance et en email non lus de société de prêt, mais la vie a une façon de vous acculer doucement jusqu'à ce que vous commenciez à faire des choix pour lesquels vous avez déjà jugé les autres. J'avais 27 ans quand je me suis installé à Ashford Hollow, une ville fatiguée du Midwest qui sentait le béton humide et l'eau de rivière ancienne. Les gens ne déménageaient pas là-bas pour recommencer. Ils y déménageaient parce qu'ils n'avaient plus d'endroit où aller. Je me suis dit que c'était temporaire, 6 mois, peut-être 1 an. Juste assez longtemps pour remettre la tête hors de l'eau. C'était un mensonge que je me répétais chaque matin en me brossant les dents dans une salle de bain aux lumières vacillantes. J'ai grandi à Toledo. Juste ma mère et moi. Pas de père, pas de frères et sœurs, pas de filet de sécurité. Elle travaillait à nettoyer des bureaux après les heures et à faire des retouches de couture pendant la journée. Ses mains étaient toujours à vif. Son dos toujours endolori, mais elle ne se plaignait jamais. Quand elle est morte, d'une crise cardiaque à 51 ans, le monde ne s'est pas arrêté. Les factures ne s'en souciaient pas. La dette ne faisait pas son deuil. Quand je me suis retrouvé à Ashford Hollow, j'étais enterré sous des prêts étudiants et des intérêts de cartes de crédit. J'ai loué un appartement d'une chambre en dessous du niveau de la rue. Les murs transpiraient en été. Peu importe la quantité d'eau de javel que je versais dans les coins, l'endroit sentait la moisissure et les pièces de monnaie. Je travaillais dans une librairie-café appelée Grue de papier, chauffant du lait, empilant des livres de poche cornée, faisant semblant de ne pas faire constamment des calculs dans ma tête. Loyer, électricité, paiement minimum, nourriture. La nourriture était optionnelle certains jours. Les nuits étaient les pires. Je restais éveillé à écouter les tuyaux cognés, le cœur battant, convaincu que les murs se refermaient. C'est alors que l'application m'a trouvé. Ou peut-être que c'est moi qui l'ai trouvée. Elle n'était pas annoncée de manière évidente. Pas de publicité Tapax s'engrave l'œil, juste une recommandation discrète enfouie dans un fil de discussion sur des sources de revenus alternatives. L'application ne se qualifiait pas de site de rencontre. Elle utilisait des mots comme arrangement et compagnie. Tout semblait aseptisé, professionnel, presque corporatif. J'ai fixé l'écran de téléchargement pendant longtemps avant d'appuyer sur Installer. Je ne fais rien de mal, me suis-je murmuré, seul dans mon appartement. Je parle, c'est tout. J'ai créé un profil. Pas de photo torse nu, pas de bio désespéré. Juste une image où j'avais l'air propre, fatigué, inoffensif. J'ai écrit que j'aimais les livres, les promenades tardives et les conversations calmes. Je n'ai pas mentionné la dette. Je n'ai pas mentionné la peur. Son message est arrivé moins d'1 heure plus tard. Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas bien dormi depuis longtemps. Laisse-moi t'emmener dîner. J'enverrai une voiture. Elle s'appelait Lisandra Wolf. J'ai failli rire. Ça sonnait faux. Trop élégant, trop délibéré. Mais la curiosité mélangée à la faim est une chose dangereuse. J'ai répondu par un « merci poli » et ne m'attendais à rien. 5 minutes plus tard, une confirmation est apparue. Restaurant, heure, une voiture noire. Le restaurant était cher d'une manière qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Lumière tamisée, couverts lourds, serveurs qui se déplaçaient comme des fantômes. Je me sentais comme un imposteur dans ma veste de friperie, tirant sur les manches, souhaitant ne pas être venu. Puis je l'ai vue. Lisandra n'était pas jeune, et elle ne faisait pas semblant de l'être.
Ses cheveux étaient d'un blanc argenté, tirés en arrière avec soin. Sa robe était bleu marine, taillée, intemporelle. Elle portait la confiance comme certains portent du parfum, discrète, mais indéniable. Elle a souri en me voyant. « Caleb », a-t-elle dit, comme si mon nom lui appartenait déjà. « Tu es plus mince que sur tes photos. » Je ne savais pas si je devais m'excuser ou la remercier. « Assieds-toi », a-t-elle ajouté doucement. « Tu as l'air affamé. » Ce mot encore, affamé. Le dîner semblait irréel. Huîtres, steak, vin qui coûtait plus que mon budget hebdomadaire de course. Elle ne flirtait pas. Elle ne me touchait pas. Elle posait des questions, de vraies, sur mon enfance, sur ma mère, sur ce que je voulais devenir avant que la survie ne prenne le dessus. Quand l'addition est arrivée, elle ne l'a même pas regardée. Elle a glissé une enveloppe à travers la table. « Pour ton temps », a-t-elle dit doucement. À l'intérieur, il y avait de l'argent, assez pour couvrir mon loyer avec une marge de manœuvre. Mon estomac s'est retourné. Je ne pensais pas. Elle s'est penchée juste assez pour que je sente son parfum. « Détends-toi. Tu n'as rien accepté. J'aime la conversation. C'est tout ce que je paie ce soir. » Je me suis dit que je pouvais partir. Je ne l'ai pas fait. C'était le début. Dîners hebdomadaires, longues promenades en voiture, concerts. Elle payait facilement, sans y penser. Comme si l'argent était un concept abstrait. Parfois, elle m'écoutait parler pendant des heures sans m'interrompre. Parfois, elle me regardait comme si elle mémorisait mon visage. « Tu me rappelles quelqu'un ?» a-t-elle dit un jour, faisant tourner son vin. « Qui ?» ai-je demandé. Elle a souri, mais ses yeux ne l'ont pas fait. Quelqu'un qui avait promis de ne jamais partir. J'ai ri pour faire semblant. Je ne comprenais pas encore que certaines personnes ne plaisantent pas avec l'abandon. La première fois qu'elle m'a invité chez elle, j'ai hésité. « Juste dîner », a-t-elle dit calmement. « Tu peux partir quand tu veux. » Sa propriété se trouvait au-delà des limites de la ville, des grilles en fer s'ouvrant sans un bruit. À l'intérieur, tout sentait faiblement les fleurs et le désinfectant. Le genre de propreté qui semblait intentionnel. À mi-chemin du dîner, elle a demandé « Est-ce que tu me fais confiance, Caleb ?» J'ai haussé les épaules. « Je crois. » Elle a posé son verre. « Ne pense pas, dis-le. » J'ai croisé son regard. Quelque chose de froid bougeait derrière ses yeux. « Je te fais confiance, » ai-je dit. Son sourire est revenu, lent et satisfait. « Bien, » a-t-elle chuchoté. « Ça compte plus que tu ne le réalises. » Plus tard cette nuit-là, je me suis perdu dans son couloir et j'ai ouvert la mauvaise porte. Je ne le savais pas alors, mais c'était le moment où tout a cessé d'être un arrangement pour devenir un piège. J'ai fermé la porte si lentement que mes doigts se sont crampés. Chaque muscle de mon corps s'est verrouillé, comme si j'avais marché sur de la glace mince. Le couloir semblait différent sur le chemin du retour. Plus étroit, plus silencieux. Mes propres pas sonnaient trop fort, comme s'ils n'appartenaient pas à cette maison. Quand j'ai tourné le coin, Lisandra était là, debout, les mains jointes devant elle comme si elle avait attendu tout ce temps. « Salle de bain ?» a-t-elle demandé, la tête inclinée. « Oui. » ai-je dit trop vite. « Ta maison est grande. » Une pause. Juste une fraction de seconde. « Les grandes maisons ont des règles, » a-t-elle dit calmement. « Certaines portes sont privées. » Je ne voulais pas. Je sais. Elle a souri, s'est approchée et a ajusté un pli imaginaire sur ma manche. La curiosité est naturelle, mais c'est aussi comme ça que les gens se blessent. La manière dont elle a dit « se blesse » a fait se serrer mon estomac. Cette nuit-là, je suis parti plus tôt que d'habitude. Elle n'a pas protesté, ne m'a pas envoyé de message non plus. Le silence m'a dérangé plus que si elle l'avait fait. Au cours des semaines suivantes, les choses ont changé. Elle a commencé à me demander où j'étais quand je n'étais pas avec elle, à qui je parlais, pourquoi je mettais tant de temps à répondre. Son ton est resté doux, presque affectueux, mais les questions s'accumulaient comme des briques. Un soir, pendant le dîner, elle a tendu la main à travers la table et a effleuré ma joue avec son pouce. « Tu dors mal » a-t-elle dit. « Je vais bien. »« Non » a-t-elle corrigé doucement. « Tu ne vas pas bien. » Elle a payé mon loyer ce mois-là sans demander, puis mes factures, puis m'a envoyé une capture d'écran d'un paiement de prêt étudiant, réglé en totalité comme si c'était une adorable surprise à laquelle je devais courir tout de suite. Au lieu de cela, j'ai dit « merci ». Elle m'a observé attentivement. Les gens disent ça quand ils se sentent possédés. J.I. Nervosement. Iene. Bien, a-t-elle répondu. Parce que la possession se mérite. La fois suivante où je suis resté, je me suis réveillé sur son canapé en velours bien après minuit.
La maison était silencieuse, trop silencieuse. Pas de bourdonnement d'électricité, pas de trafic lointain. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de réseau. Puis je l'ai entendu. Un grattement métallique doux. Dehors, je me suis approché de la fenêtre, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre d'où qu'elle soit. De l'autre côté de la pelouse, une lumière brillait à l'intérieur de l'ancienne remise, près de la lisière des arbres. La porte était entr'ouverte. Je ne sais pas pourquoi je me suis approché. Peut-être qu'une partie de moi avait encore besoin de preuves que j'imaginais des choses. Que l'épuisement avait finalement fissuré quelque chose dans mon cerveau. À travers l'entrebâillement, je l'ai vu. Lisandra se tenait sous une ampoule crue, portant un imperméable en plastique transparent, les cheveux tirés en arrière. Dans sa main, un couteau si propre qu'il reflétait la lumière. Par terre se trouvait un grand coffre en bois, vieux et marqué, tremblant violemment. Quelque chose à l'intérieur faisait un bruit humide et étouffé. Ma vision s'est rétrécie. Mes mains se sont précipitées vers ma bouche pour m'empêcher de faire du bruit. Elle a levé le couteau sans hésitation. J'ai trébuché en arrière, me souvenant à peine comment j'étais rentré. À peine me souvenant de m'être allongé sur le canapé et d'avoir tiré la couverture sur moi comme un enfant faisant semblant de dormir pendant un cauchemar. Des minutes plus tard, ou des heures, elle s'est assise à côté de moi. Sa main a effleuré mes cheveux. « Tu es en sécurité », a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas bougé. « Tu ne me quitteras jamais », a-t-elle dit doucement, comme une promesse qu'elle se faisait à elle-même. J'ai forcé un rire qui m'a déchiré la gorge. Pourquoi le ferais-je ? Ses doigts se sont immobilisés. Lentement, elle s'est penchée assez près pour que je puisse sentir son souffle dans mon oreille. Parce que tout le monde l'a fait. Le lendemain matin, j'ai menti. Ma sœur est malade, ai-je dit, reculant déjà vers la porte. Je devrais aller la voir. Lisandra a souri, a pris son téléphone. Appelons-la. Avant que je puisse l'en empêcher, elle a appuyé sur lecture. La voix de ma sœur est sortie du haut-parleur, paniquée, tremblante. Sauf que ce n'était pas réel. C'était la voix de Lisandra, parfaitement copiée. Mes genoux ont presque fléchi. Elle a regardé mon visage comme si elle lisait des sous-titres que seule elle pouvait voir. « J'aime l'honnêteté », a-t-elle dit calmement. Les mensonges compliquent les choses. Ce jour-là, j'ai disparu. J'ai quitté mon travail, j'ai fait mes valises avec ce que je pouvais mettre dans un sac à dos, j'ai dit à mon propriétaire que je quittais la ville. J'ai pris un bus pour Chicago, j'ai squatté le canapé d'un ami, lui disant que j'avais besoin de me ressourcer. Pendant un moment, ça a marché. Puis les fleurs sont arrivées. Des lys blancs, sans carte. Puis j'ai commencé à remarquer des reflets qui bougeaient une demi-seconde trop tard. Des cheveux argentés et des fenêtres passagères. Des pas devant ma porte qui s'arrêtaient quand j'écoutais. La lettre est arrivée en dernier. Une enveloppe couleur crème. Cachet de cire. À l'intérieur, une photo de moi endormi dans l'appartement de mon ami, prise de l'intérieur de la pièce. Au dos, de son écriture élégante, « Tu as dit que tu me faisais confiance. Je n'utilise plus d'application. Je n'accepte plus de cadeaux. Je ne laisse personne s'approcher assez pour apprendre mes routines. Parce que le désespoir ne m'a pas seulement mené à elle. Il lui a appris exactement comment me posséder. Et je sais au fond de moi qu'un jour, elle viendra réclamer ce qu'elle croit être sien. Je n'aurais jamais dû télécharger cette application. Je n'ai jamais prévu de travailler de nuit. Les quarts de nuit sont quelque chose dans lesquels les gens tombent, pas quelque chose qu'ils choisissent. Des gens qui fuient quelque chose ou qui se dirigent vers quelque chose qu'ils ne veulent pas que les autres voient. Pour moi, c'était la dette. Quand j'ai pris le quart de nuit à la station-service Red Pin sur la route 61, j'étais déjà en train de couler. Prêts étudiants, carte de crédit, un avis de retard collé de travers sur la porte de mon appartement comme une menace silencieuse. Le genre de problème qui n'explose pas tous à la fois, mais qui se resserre lentement autour de votre poitrine jusqu'à ce que respirer semble optionnel. Red Pin se trouvait juste à l'extérieur d'une ville mourante appelée Millbrook, en Pennsylvanie. Un dîner, un bar, un dollar général qui ne semblait jamais vraiment ouvert, même quand il l'était. La route 61 la traversait comme une cicatrice, transportant des routiers, des insomniaques et des gens qui ne voulaient pas être vus en plein jour. La station brillait toute la nuit, fluorescente et solitaire, entourée de pins qui chuchotaient quand le vent les traversait. Après minuit, on avait l'impression que le monde entier se réduisait à 4 pompes à essence, une machine à café clignotante et moi. Je m'appelle Cal Henson. J'avais 28 ans à l'époque, j'en paraissais plus, je me sentais pire. La plupart des nuits étaient calmes. C'était l'attrait. Pas de patron qui me surveillait. Pas de clients qui demandaient des cartes de fidélité ou des numéros de loterie. Juste moi,
le bourdonnement des réfrigérateurs et le grondement occasionnel d'un semi-remorque passant comme un tonnerre lointain. J'aimais le silence. Le silence ne vous juge pas. Lors de ma 3e semaine, le téléphone a sonné. Il était 1h47. Je m'en souviens parce que j'ai vérifié l'horloge 2 fois, agacé. Ce téléphone ne sonnait jamais la nuit, jamais. Si quelqu'un voulait quelque chose, il entrait. J'ai décroché d'une main, le stylo encore entre les doigts. Red Pine Fuel. Pendant une seconde, il n'y a eu rien. Juste une respiration, lente, lourde, comme si la personne à l'autre bout du fil était en train de décider quelque chose. Puis une voix a gratté à travers la ligne. Rowan est là. Quelque chose dans la façon dont il a dit a fait se raidir ma nuque. Non, juste moi ce soir. Une autre pause, puis clic. J'ai fixé le combiné plus longtemps que nécessaire, puis je l'ai raccroché. Mauvais numéro, me suis-je dit. La nuit suivante, à la même heure. Sonnery. J'ai hésité cette fois avant de répondre. Red Pine Fuel. Rowan est là. Même voix, même traînée de gravier. Pas d'introduction, pas de politesse. Non, ai-je dit plus sèchement. Il n'y a pas de Rowan qui travaille ici. Clic. Je suis resté là à écouter le bruit de la tonalité avant de raccrocher violemment. À la 3e nuit, mes nerfs étaient déjà à vif. Quand on travaille seul assez longtemps, le cerveau comble des vides qu'il ne devrait pas. Chaque ombre semble plus lourde. Chaque son résonne un peu trop longtemps. J'en ai parlé à mon gérant, Walt Brunet, quand il est venu au coucher du soleil pour échanger les caisses. Et, ai-je dit, essayant de paraître décontracté, est-ce qu'un certain Rowan travaillait ici la nuit avant? Walt s'est figé en plein comptage. Pourquoi? Quelqu'un continue d'appeler pour lui. Il ne m'a pas regardé pendant quelques secondes. Juste fixé le tiroir. Ne répond plus au téléphone après minuit, a-t-il finalement dit. C'est tout. Il a claqué le tiroir. C'est tout. Ça aurait dû me faire peur. Ce ne fut pas le cas. J'ai arrêté de répondre au téléphone, je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il abandonne. Parfois, il sonnait 6, 7 fois de suite. Le son résonnait dans le magasin vide, s'enfonçant dans mon crâne. Puis une nuit, juste après 2 heures, la porte a tinté. J'ai levé les yeux et chaque instinct que j'avais hurlé « faux ». Il était grand, pas massif, mince mais solide. Veste de travail, bout sur ses bottes. Son visage n'était pas effrayant de manière évidente. D'une certaine façon, ça le rendait pire. Des yeux calmes, une posture contrôlée, comme si rien ne pouvait plus le surprendre. Il n'a pas regardé autour de lui. Il est allé directement au comptoir. « Tu es le gars de nuit ?» a-t-il demandé. « Ouais, c'est moi. » J'ai hésité. « Cal. » Il a hoché la tête une fois. « Je m'appelle Ay Mercé. » Je n'aimais pas la façon dont il a dit, comme si ça comptait. « Je cherche Rowan. Il ne travaille plus ici. » Je sais. Ça m'a pris au dépourvu. Ay s'est penché sur le comptoir, assez près pour que je puisse sentir la fumée de cigarette et l'air froid de la nuit. « Tu lui as parlé. »« Non. Tu es sûr. » Assez sûr. Ses yeux sont restés sur les miens plus longtemps que ce n'était confortable. « Les gens comme Rowan, a-t-il dit doucement, ne disparaissent pas comme ça. » Un frisson m'a parcouru l'échine. « Je travaille juste ici, mec. » Il a souri, faible et sans humour. Lui aussi. Il n'a rien acheté, n'a rien laissé, il est juste sorti. Après ça, les choses ont empiré. Ay a commencé à apparaître tous les quelques soirs. Parfois, il entrait. Parfois, il se contentait de se tenir dehors, devant la vitre, à me regarder, sans se cacher, me laissant le voir. Les appels téléphoniques ont recommencé aussi. Toujours la même question. Rowan est là. J'ai arrêté de dormir. C'est alors que les messages ont commencé. L'application n'était pas Tinder. C'était l'une de ces plateformes discrètes d'arrangement dont les gens font semblant de ne pas connaître l'existence. Je l'ai téléchargée lors d'une mauvaise nuit où les chiffres sur mon application bancaire ont cessé de sembler réels. Son pseudonyme était Voile d'Ivoire. Elle m'a écrit en premier. « Tu as l'air fatigué. » J'ai failli rire. Nous avons parlé lentement. Pas de flirt, pas de photos, juste le stress de l'argent. Les emplois de nuit, le sentiment d'être coincé. Puis elle l'a dit. J'aide les hommes qui sont honnêtes sur leur situation. Nous nous sommes rencontrés dans un steakhouse tranquille à 1 heure de route. Elle était plus âgée, début de la 50aine, composée, un manteau cher, des yeux perçants qui ne rataient rien.
Elle s'appelait Marbel Cross. Elle a glissé une enveloppe à travers la table sans cérémonie. Considère ça comme un peu d'air, a-t-elle dit. Je l'ai prise. C'était le moment où tout s'est verrouillé en place, parce que je ne savais pas alors que Rowan avait aussi pris de l'argent d'elle. Et que des gens comme Mercé ne récupéraient pas les dettes gratuitement. Une fois que vous acceptez de l'argent non gagné, cela change la façon dont vous entendez le silence. Après avoir rencontré Marbel Cross, mes nuits à Red Pin semblaient plus lourdes. Les lumières bourdonnaient plus fort. Chaque phare me faisait tendre les épaules. Mercé a arrêté de faire semblant d'être décontracté. Il a commencé à venir plus tôt, à rester plus longtemps, à poser des questions qui semblaient inoffensives, jusqu'à ce que vous les repassiez dans votre tête des heures plus tard. Tu vis seul, Cal. Tu fermes toujours tout seul. Tu as déjà pensé à quitter la ville. J'ai menti beaucoup. Rowan est resté hors de mon radar, jusqu'à ce que Ty rende clair qu'il n'y resterait pas. Une nuit, n'est pas entré. Il a attendu jusqu'à la fin de mon quart. Rentrant chez toi ? A-t-il demandé derrière moi alors que je marchais. Je me suis retourné lentement. Ça ne te regarde pas, il s'est approché. Tout devient mon affaire, éventuellement. Ce soir-là, je suis parti à la recherche de Rowan. Il m'a fallu 2 jours. D'anciens collègues, des commentaires Facebook, un barman avec une mémoire trop bonne pour sa propre santé. Je l'ai trouvé terré dans un duplex décrépit près de la rivière. L'endroit sentait la moisissure et la peur. Rowan avait l'air pire que ce à quoi je m'attendais. Émacié, les mains tremblantes. Elle n'est pas juste une sugar mommy, a-t-il dit dès que j'ai prononcé le nom de Marbel. C'est une investisseuse en personne. Il me l'a expliqué par morceaux. De l'argent d'abord, pas de papier, des faveurs plus tard. Était son collecteur, pas un muscle, une application des règles. Elle ne pardonne pas, a chuchoté Rowan. Elle remplace. Ce mot est resté avec moi. Remplacer. Cette nuit-là, Marbel m'a texté, dit que tu as été curieux. La curiosité peut être dangereuse. J'ai arrêté de répondre. Le lendemain soir, est apparu en colère pour la première fois. Tu es allé le chercher, a-t-il dit platement. Non. Il a frappé le comptoir assez fort pour faire trembler le présentoir à cigarettes. Ne me mens pas, le magasin semblait trop petit, trop lumineux. Il a fini, ai-je dit. Tu as eu ton argent. Laisse tomber. M'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'amusant. Non, a-t-il dit doucement. Il a rompu un accord. Tu t'es engagé dedans. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'étais pas une garantie. J'étais le suivant. Le plan s'est mis en place rapidement parce qu'il le fallait. Rowan et moi nous sommes rencontrés près de l'ancienne voie ferrée. Il tremblait. Elle va me tuer, a-t-il dit. Pas si elle croit que tu es parti, ai-je répondu. Nous avons tendu le piège à Red Pin. Une dernière rencontre, un dernier quart de nuit. Est venu juste après minuit. Tu es prêt ? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête et les conduit dehors. Rowan est sorti de l'ombre, les mains levées. Je paierai, a dit Rowan. Tout. N'a pas ralenti. J'ai vu dans ses yeux qu'il n'y aurait pas de marché. J'ai frappé le premier. La batte a craqué contre son épaule. Il a trébuqué. J'ai frappé à nouveau. Genou cette fois. Il est tombé dur, haletant. Rowan s'est figé. Cours, ai-je hurlé. Nous n'avons pas regardé en arrière. Au matin, j'étais parti. Appartement vide. Téléphone écrasé. Argent laissé sur la table. Je n'ai plus jamais entendu parler de Marbel. Parfois, je travaille encore de nuit. Dans une autre ville, sous un autre nom. Et parfois, quand le téléphone sonne après minuit, je le laisse sonner, parce que je sais ce qui arrive quand on répond. Je n'ai jamais imaginé que ma vie pourrait se résumer à un avis d'expulsion collé de travers sur une porte, mais c'était le cas. Papier blanc, encre rouge, dernier avertissement. Je me tenais pieds nus sur le linoléum fissuré de mon appartement, fixant mon propre nom, imprimé en lettres grasses comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. L'endroit sentait les nouilles instantanées et le béton humide. Une sirène hurlait quelque part dehors. Lointaine mais familière, bruit de fond pour une ville qui ne se souciait jamais de savoir qui survivait et qui non. Je m'appelle Jonah Reeve et à 26 ans, j'étais officiellement à court de chance. Les gens aiment imaginer la Californie comme un endroit de soleil et de seconde chance, mais personne ne parle de l'humiliation silencieuse d'y échouer. La façon dont la ville ne vous crie pas dessus, elle continue simplement pendant que vous restez à la traîne. J'ai grandi à Clearfield, en Pennsylvanie, le genre de ville où le bruit le plus fort après 21 heures est le vent qui fait trembler les vieilles enseignes de magasins.
Mon père conduisait des camions de livraison. Ma mère travaillait de nuit dans une maison de retraite. Ce n'étaient pas des gens malheureux, juste fatigués. J'étais censé être différent. Les brochures universitaires promettaient une échappatoire. Une opportunité, un avenir qui ne sentait pas le diesel et le désinfectant. Je suis parti de chez moi à 19 ans avec un sac de sport et une confiance empruntée. À 22 ans, j'ai abandonné l'école de cinéma en Californie du Nord avec des dettes et sans diplôme. À 26 ans, je vivais à Hollister Heights dans un studio qui était autrefois un local de stockage. Je travaillais de nuit dans un dîner appelé Rusty Mile, juste à côté de l'autoroute. Routiers, infirmières épuisées, ivrognes qui avaient besoin de graisse pour absorber leurs regrets. Le café avait toujours un goût de brûlé, peu importe sa fraîcheur. Mon propriétaire, Elden Cross, ne croyait pas aux secondes chances. « Tu n'es pas un mauvais gars », m'a-t-il dit un jour, les bras croisés, les clés tintant. Mais les bonnes intentions ne paient pas les hypothèques. J'ai hoché la tête comme si je comprenais. En vérité, je n'avais pas mangé un repas complet depuis 2 jours. Cette nuit-là, le dîner était calme. La pluie tapait contre les vitres, régulière et patiente. Vers 22h30, elle est entrée. Elle n'avait pas l'air perdue. Elle n'avait pas l'air seule. Elle avait l'air d'être à sa place où qu'elle se tienne. La cinquantaine, peut-être plus. Posture droite, cheveux argentés, mais coiffée avec intention, pas pour cacher son âge, mais pour l'assumer. Elle portait un manteau sombre qui sentait encore faiblement le parfum cher et l'air froid. Elle s'est glissée dans une banquette au fond. J'ai apporté de l'eau. Elle ne l'a pas touchée. Café, a-t-elle dit. Noir, sans rafraîchissement. Sa voix était calme, contrôlée. J'ai versé le café, l'ai posé, et j'ai commencé à m'éloigner. Quand elle a dit « Tu as l'air de fonctionner à la vapeur ». Je me suis arrêté, tourné. Car difficile, ai-je dit automatiquement. Elle m'a étudié un moment, puis a dit « Vie difficile ». Ça a atterri plus fort que ça n'aurait dû. Elle s'est présentée comme l'honorable. Pas de bavardage, pas de flirt, juste des questions tranquilles. « Depuis combien de temps vis-tu ici ?»« Trop longtemps. »« Tu aimes ça ?»« Non. » Elle a hoché la tête comme si elle confirmait quelque chose à elle-même. Quand elle est partie, elle a laissé un pourboire de $100. La nuit suivante, elle est revenue. Même banquette, même commande. Cette fois, elle a demandé mon nom. Je le lui ai dit. Elle l'a dit doucement, comme pour tester comment il sonnait. Jonah. Elle est revenue encore et encore. Ne m'a jamais touché. N'a jamais franchi de ligne jusqu'à une nuit après la fermeture, quand le dîner était vide et que la pluie avait enfin cessé. Elle a attendu pendant que j'essuyais le comptoir. « Tu es en train de couler », a-t-elle dit doucement. « Et tu fais semblant de ne pas l'être. » J'ai ri un peu trop fort. « Tu ne me connais même pas », elle a croisé mon regard. Je reconnais le désespoir quand je le vois. Un silence s'est installé entre nous. « Il y a des moyens de s'en sortir », a-t-elle continué. « Pas tous les. J.I. senti ma poitrine se serrer. » Qu'est-ce que tu dis ? Je dis, a dit le Nora en plongeant la main dans son sac, que parfois, la survie exige de l'humilité. Elle a posé une petite carte sur le comptoir. Pas de nom, juste un numéro de téléphone. Réfléchis-y, a-t-elle dit en se levant. Je ne presse pas les hommes qui sont déjà brisés. Elle est sortie avant que je puisse répondre. 3 jours plus tard, Elden a changé les serrures. C'est alors que j'ai passé l'appel. J'ai appelé le numéro à 3h17. Je me souviens de l'heure parce que l'écran de mon téléphone était fissuré et que les chiffres se brouillaient à moins que je ne fixe intensément. J'étais assis sur le bord d'un canapé emprunté dans l'appartement d'un ami. Quelqu'un qui avait déjà fait clair que je ne pouvais pas rester plus d'une nuit ou 2. Le téléphone a sonné 2 fois, puis sa voix. « Jonah », a dit le Nora calmement, comme si elle s'y attendait. Je me demandais quand tu déciderais de vivre. Ma gorge s'est serrée. « Tu ne perds pas de temps, hein ? » « Non », a-t-elle répondu. « Toi non plus. » Elle m'a dit où la rencontrer le lendemain soir. Pas d'explication, pas d'instruction au-delà de « sois propre, sois à l'heure ». L'endroit était Ridgewater, un club de dîner privé niché dans les collines. Pas de panneau à l'extérieur, juste un portail de sécurité et un homme en costume qui vérifiait les noms comme s'il gardait un coffre. Le Nora était déjà assise à mon arrivée. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a demandé « Sais-tu à quoi tu t'engages ?» Je ne sais rien encore, ai-je dit prudemment. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Je n'achète pas les gens, a-t-elle dit. J'investis dans la stabilité, un bénéfice mutuel. J'ai attendu.
Tu ne t'inquiéteras plus jamais pour le loyer, a-t-elle continué, ni pour les courses ou les factures médicales. Tu auras intimité, confort, et en échange, une soirée par semaine, a-t-elle dit. Mon temps, ton attention. Le sexe? Ai-je demandé. Elle n'a pas scié. Si je le veux. Silence. Et si je dis non? Alors tu pars, a dit Lenora simplement. Pas de mal, pas de menace. J'ai scruté son visage à la recherche de la tromperie. Je n'en ai trouvé aucune. Ça aurait dû me faire plus peur. Pourquoi moi? Ai-je demandé. Elle a souri faiblement. Parce que tu es assez désespéré pour être honnête. J'ai accepté. Pas parce que je lui faisais confiance. Parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. Le changement a été immédiat. En moins de 48 heures, mes dettes ont disparu. Mes affaires, les quelques que j'avais, ont été déménagées dans un appartement moderne surplombant le marina de Silver Point. Des fenêtres du sol au plafond, des appareils en acier inoxydable, un lit qui ne grinçait pas quand je respirais. Je me suis tenu dans le salon cette première nuit, pieds nus sur les planchers en bois poli, riant doucement comme un homme qui s'attend à ce que l'illusion disparaisse à tout moment. Lenora a appelé. « Habitue-toi », a-t-elle dit. Le choc s'estompe rapidement. Notre première soirée ensemble n'a pas été sexuelle. Nous avons dîné chez elle, dans une maison spacieuse perchée au-dessus des falaises surplombant l'océan. L'endroit était immaculé, mais pas chaleureux. Des œuvres d'art sur les murs qui semblaient choisies, pas aimées. Elle a versé le vin elle-même. « Tu es nerveux ?» a-t-elle observé. « Ne le serais-tu pas ?» ai-je dit. Elle a souri. « Non, je ne me place pas dans des situations que je ne peux pas contrôler. » Cette phrase est restée avec moi. Au cours des semaines suivantes, l'arrangement s'est installé dans une routine. Chaque jeudi soir, dîner, conversation, parfois sexe, parfois non. Elle ne haussait jamais le ton, ne buvait jamais trop, ne perdait jamais le contrôle. Les gens nous regardaient quand nous sortions. Je pouvais sentir leur jugement ramper sur ma peau. Un soir, j'ai demandé « Ça te dérange, ce que les gens pensent ?» Lenora a pris une gorgée de son verre. Les gens ne jugent que ce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Je me suis dit que ce n'était pas si mal. Elle ne me faisait pas de mal. Elle ne m'humiliait pas. Elle ne exigeait pas d'amour. Elle offrait la sécurité. Et Dieu sait que j'en avais besoin. Puis sont arrivés les bilans de santé. Elle les présentait comme de la prévenance. « Tu es important pour moi », a-t-elle dit un matin. « J'ai besoin de savoir que tu es en bonne santé. » Son médecin, le docteur Callow, travaillait dans une clinique privée qui n'apparaissait pas sur Google Maps. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il m'a demandé des antécédents familiaux, des antécédents d'insuffisance rénale, de maladies cardiaques, de troubles auto-immuns. Il a prélevé du sang, beaucoup. J'ai plaisanté, vous prévoyez de me cloner ou quelque chose. Il n'a pas souri. Après le 3e rendez-vous, j'ai demandé à Lenora pourquoi autant de tests. Elle a enlevé une peluche imaginaire de sa manche. Je n'aime pas les surprises. Puis elle a disparu. Pas d'avertissement, pas d'explication. Une semaine a passé. Puis 2. Son chauffeur a cessé de venir. Mes messages sont restés sans réponse. Je me suis dit de ne pas paniquer, mais la panique s'est installée quand même. Cet appartement ne semblait plus être le mien. Il semblait impronté, temporaire. Le 15e jour, un SUV noir s'est arrêté devant chez moi. Le chauffeur a ouvert la porte. « Mademoiselle Blé veut vous voir », a-t-il dit. J'aurais dû refuser. Je ne l'ai pas fait. Le SUV sentait le cuir et quelque chose de faiblement sucré, un désodorisant qui essayait trop fort de couvrir autre chose. La porte s'est fermée avec un clic doux et cher derrière moi. Les vitres étaient teintées si sombres que je ne pouvais pas voir mon propre reflet. Le chauffeur ne m'a pas regardé. Nous nous sommes éloignés du trottoir. Où allons-nous? Ai-je demandé. Aucune réponse. Je me suis dit de ne pas surréagir. Lenora ne me devait pas d'explication. C'était une partie de l'arrangement. Pourtant, ma poitrine se sentait serrée, comme si j'avais raté une marche dans un escalier et que je n'avais pas encore touché le sol. La ville s'est raréfiée alors que nous roulions. Les réverbères se sont espacés. Les bâtiments familiers ont cédé la place à de longues étendues de routes bordées d'arbres et de clôtures. Ce n'est pas sa maison, ai-je dit. La mâchoire du chauffeur s'est légèrement crispée. C'était la seule réaction que j'ai eue. Nous avons tourné sur une route privée marquée par un petit panneau « Accès interdit, propriété privée ». Le portail s'est ouvert sans que la voiture ne ralentisse. C'est à ce moment-là que mes instincts ont enfin commencé à hurler. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte. « Verrouille !» Qu'est-ce que c'est que ça?
ai-je exigé. Le chauffeur a parlé pour la première fois, voix basse. Détends-toi. Tu seras bientôt à l'aise. Cette phrase l'a fait. Je me suis élancé vers l'avant, attrapant le dossier de son siège. La voiture a légèrement dévié. Arrête la voiture, ai-je hurlé. Une douleur a explosé à la base de mon crâne. Quelque chose de tranchant, rapide. Ma vision s'est fracturée en lumière et en statique. La dernière chose que j'ai sentie a été le poids de mon propre corps s'affaissant vers l'avant et l'étrange pensée que j'avais fait une terrible, irréversible erreur. Je me suis réveillé en respirant des respirations peu profondes et paniquées. L'air sentait propre, trop propre, stérile. Il y avait une douleur sourde et diffuse dans mon côté, profonde, interne, fausse. J'ai essayé de bouger mes bras et j'ai senti une résistance. Des sangles. Mon rythme cardiaque a grimpé. Le son d'un moniteur a répondu immédiatement, bipant, plus vite, plus fort. Doucement, a dit une voix. J'ai tourné la tête autant que j'ai pu. Le docteur Callow se tenait près du pied du lit, un bloc-notes à la main, expression neutre. Il avait l'air exactement pareil qu'à l'accoutumée. Calme, détaché, professionnel. « Qu'est-ce que vous m'avez fait » ai-je croassé. « Tu as très bien survécu à la chirurgie » a-t-il dit comme si nous discutions d'une procédure dentaire de routine. « Chirurgie » Ma bouche était sèche, épaisse. Où est le Nora? Il a fait une pause juste assez longtemps pour que ça s'enregistre. Elle se repose, a-t-il dit. Tu devrais faire de même. J'ai essayé de me redresser. La douleur a déchiré mon abdomen comme du feu, arrachant un cri avant que je ne puisse l'arrêter. Ne fais pas ça, a-t-il dit fermement. Tu vas déchirer les sutures. J'ai regardé vers le bas. Il y avait un épais bandage étiré sur mon côté droit, juste au-dessus de ma hanche. Des tubes en sortaient vers des machines que je ne reconnaissais pas. Mes mains ont commencé à trembler. Vous m'avez pris quelque chose, ai-je dit. N'est-ce pas? Callow n'a pas répondu immédiatement. Il a ajusté quelque chose sur le support à perfusion. Tu étais un donneur compatible rare, a-t-il dit finalement. Extreme and rare. Ma respiration est devenue haletante. Compatible pourquoi? Pour la survie, a-t-il répondu. Il s'est retourné et est sorti de la pièce, laissant la porte se refermer doucement derrière lui. J'ai hurlé jusqu'à ce que ma gorge brûle. Personne n'est venu. Des heures ont passé, ou des minutes. Le temps n'avait pas de sens sous les médicaments et la peur. Finalement, une infirmière est entrée. Elle a évité le contact visuel. « Peux-tu me dire quel jour nous sommes » ai-je demandé désespérément. Elle a hésité. « Mardi. » Depuis combien de temps suis-je ici? Depuis dimanche. La panique a de nouveau surgi. Je veux appeler la police. Son visage s'est tendu. Ce n'est pas conseillé. Pourquoi pas? Ai-je exigé. Elle a baissé la voix. Parce que tu as signé des documents. Je n'ai rien signé. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé, et pendant un bref moment, quelque chose comme de la pitié a traversé son visage. Tu devrais te reposer, a-t-elle dit doucement. Je suis désolé. Quand elle est partie, j'ai remarqué la caméra dans le coin du plafond, qui observait. L'enveloppe est arrivée ce soir-là, épaisse, lourde. À l'intérieur, il y avait de l'argent, plus d'argent que je n'en avais jamais tenu de ma vie, ainsi qu'un mot manuscrit. L'écriture de Lenora était élégante, précise. Jonah, je regrette que cela ait dû être géré sans ton consentement. Le temps n'était pas un luxe que j'avais. Tu étais compatible. Volontairement ou non, tu as sauvé ma vie. Il te reste un rein en bonne santé. Les gens vivent une vie complète avec moi. Cet argent est suffisant pour que tu recommences quelque part de calme, quelque part de sûr. Ne contacte pas les autorités. Cet arrangement était protégé légalement et privément. Toute tentative d'interférence entraînera des conséquences bien pires que ce que tu as déjà enduré. Je te souhaite la paix. Elle. J'ai fixé la note jusqu'à ce que les mots se brouillent. Elle n'a jamais dit merci. La convalescence a été lente, douloureuse, isolante. Pas de visiteurs, pas d'appels, pas d'explications au-delà de ce que je savais déjà. Ils m'ont libéré après 10 jours. Un chauffeur m'a ramené à mon appartement, le même qui surplombait le marina. Il semblait faux, maintenant, comme une scène de crime qui avait été nettoyée trop soigneusement. J'ai fait mes valises avec ce que je pouvais porter, j'ai vendu le reste. 3 semaines plus tard, j'ai quitté la Californie. J'ai changé de nom dans le Missouri, j'ai pris un emploi de nuit pour ranger des étagères. J'ai évité les médecins sauf en cas d'absolue nécessité. Parfois, tard dans la nuit, quand le magasin est calme et que les lumières bourdonnent au-dessus de ma tête,
Je sens une douleur fantôme dans mon côté, un rappel. Elle est vivante grâce à moi. Et j'ai enfin compris la vérité. Je n'étais pas son compagnon. J'étais son plan de secours. J'ai appris à quel point le monde devient silencieux après qu'une chose comme celle-ci vous arrive. Pas un silence paisible, un silence vide, le genre où le son existe toujours, mais aucun ne semble destiné à vous. Je me suis installé à Hawthorne, dans le Missouri, une ville assez petite pour que personne ne pose de questions et assez grande pour que personne ne se soucie de qui j'étais avant. J'ai loué une chambre en sous-sol à un couple plus âgé qui reconnaissait à peine mon existence. Loyer en cash, pas de papier, exactement comme je le voulais. J'ai travaillé des quarts de nuit dans un entrepôt à côté de l'autoroute, empilant des cartons sous des lumières fluorescentes qui bourdonnaient comme des insectes fatigués. Pas de fenêtre, pas de miroir. Parfait. La cicatrice a guéri plus vite que ma tête. Les médecins disent que perdre un rein ne change pas beaucoup la vie quotidienne. Ils ont raison physiquement. Vous vous réveillez, vous marchez, vous travaillez, votre corps s'adapte, votre esprit, non. Chaque douleur semble suspecte. Chaque étourdissement fait bondir votre cœur. Je buvais moins d'eau que je n'aurais dû. Terrifié à l'idée de ressentir quoi que ce soit d'anormal. J'ai arrêté de dormir sur mon côté droit parce que la pression me rappelait trop le lit d'hôpital. Je n'ai pas rêvé au début. Puis les rêves ont commencé. Lenora ne hurlait jamais dans mes rêves. Ne me poursuivait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Parfois, elle était assise en face de moi à une table de dîner dont je ne pouvais pas m'échapper. D'autres fois, elle se tenait derrière une vitre, une main posée calmement dessus, comme si elle vérifiait un investissement. Je me réveillais trempé de sueur, la main agrippant mon côté, le cœur battant comme si j'avais couru. J'ai pensé à aller à la police plus de fois que je ne peux le compter. Mais je ne l'ai jamais fait, parce que quand vous repassez tout honnêtement, vous réalisez à quel point elle a été propre, à quel point elle était protégée, isolée. J'avais signé des contrats, vagues, enfouis sous un langage juridique que je n'avais pas compris à l'époque. Des formulaires de consentement médical que je me souvenais à peine avoir griffonnés lors de visites de routine. Des accords de non-divulgation déguisés en protection de la vie privée. Et l'argent, c'était la partie la plus laide, parce que je l'ai utilisé. J'ai payé le loyer, j'ai acheté des courses, j'ai construit une vie tranquille sur quelque chose qui m'avait été volé. Cette culpabilité pesait plus lourd que la douleur ne l'avait jamais fait. 6 mois après avoir quitté la Californie, j'ai reçu un colis. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une petite enveloppe et un article de journal soigneusement plié. L'article montrait une photo d'une femme sortant d'un établissement médical privé, marchant avec assurance, soutenue par une canne dont elle semblait ne pas avoir besoin. Lenora, vivante, en bonne santé, souriant faiblement à la caméra. Le titre disait « La philanthrope Lenora Blais finance une nouvelle aile médicale ». Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule carte. Prends réconfort en sachant que tu as compté. Elle. J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. Pas merci. Pas je suis désolé. Tu es compte. Comme une pièce. Comme une ressource. Comme quelque chose de consommé. Cette nuit-là, j'ai brûlé la carte. J'ai regardé la flamme enrouler les bords vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de reconnaissable. Les années ont passé. Je suis resté invisible. Ça est devenu ma compétence, ma tactique de survie. J'ai appris que l'horreur ne vient pas toujours avec de la violence ou des monstres ou des cris. Parfois, elle vient enveloppée de soi, avec une bonne posture et des manières impeccables. Parfois, elle sonne comme une opportunité. Parfois, elle demande poliment. Je continue d'éviter les restaurants avec des salles de dîner privées. Je ne fais pas confiance aux médecins qui sourient trop facilement. Je sursaute quand les gens parlent d'arrangements mutuellement bénéfiques. Et de temps en temps, quand je suis seul et que le monde est silencieux, j'appuie ma paume contre ma cicatrice et me rappelle que j'ai survécu. Mais survivre n'est pas la même chose que gagner. Elle m'a pris quelque chose que je ne récupérerai jamais. Pas seulement un organe. Mais la croyance que l'aide ne vient pas toujours avec une étiquette de prix gravée dans votre corps. Si vous écoutez cette histoire et que vous pensez que le désespoir ne peut pas vous rendre aveugle, vous avez tort. Ça ne ressemble pas à de la cécité. Ça ressemble à du soulagement, jusqu'à ce que vous vous réveilliez attaché à un lit en réalisant que vous n'étiez jamais le bénéficiaire. Vous étiez la solution, et les solutions n'ont pas de fins heureuses. Je n'ai jamais imaginé que ma vie pourrait se résumer à des transactions refusées. Ce n'était pas dramatique au début. Pas de grosses explosions, pas de disputes criées, juste de petites humiliations qui s'accumulaient silencieusement comme des enveloppes en retard sur un comptoir de cuisine. Je m'appelle Elliot Ward, et quand cette histoire a commencé, j'avais 34 ans,
assis dans ma voiture devant une station-service ouverte 24h/24 à Millbrook, dans l'Indiana, regardant le givre s'étendre sur les bords de mon pare-brise tandis que l'écran de mon téléphone brillait en rouge. Paiement refusé. Encore. J'ai frotté mon visage avec les deux mains, les paumes froides, la mâchoire serrée. L'horloge du tableau de bord indiquait 1 heure. Mon estomac me faisait mal de cette façon creuse et acide qu'il a quand vous survivez avec du café de dîner et un repas par jour à l'intérieur de la station. Le caissier, un gamin de peut-être 19 ans, faisait semblant de ne pas me voir assis là. Il scrollait sur son téléphone, s'appuyant sur le comptoir comme si rien au monde ne pouvait encore le toucher. Je l'enviais. J'ai tourné la clé, mais le moteur a hésité avant de démarrer. Ce petit temps d'arrêt a fait bondir mon cœur. « Allez, allez !» ai-je chuchoté, comme si la voiture pouvait entendre le désespoir dans ma voix. Alors que je m'engageais sur la route, une pensée tournait en boucle dans ma tête. Ce n'était pas censé être ma vie. 5 ans plus tôt, j'avais un CV propre, un poste salarié dans un cabinet d'ingénierie civile de taille moyenne et un appartement d'une chambre avec des briques apparentes et un balcon qui surplombait un canal à sec. Rien de fancy, mais c'était à moi. À l'époque, ma petite amie Rachel plaisantait en disant que j'étais ennuyeux d'une manière rassurante. « Tu es le genre de gars que les gens épousent », disait-elle en se brossant les dents, la voix pleine de mousse. Pas le genre dont ils s'inquiètent. Elle a arrêté de dire ça vers la fin. Le cabinet a fermé après qu'un contrat avec l'État s'est effondré. La moitié du personnel était parti en 1 mois. L'indemnité de licenciement couvrait à peine le loyer. Rachel est restée silencieuse pendant des semaines, puis a fait ses valises un après-midi pendant que j'étais à un entretien qui n'a mené nulle part. Elle n'a pas crié, n'a pas pleuré. Elle a juste dit « Je ne peux pas couler avec toi, Ellie. J'ai besoin d'air. » Je ne lui en ai pas voulu. Après ça, le temps a cessé de sembler linéaire. Les jours se sont fondus en quarts de travail, en barman, en livraison de nourriture, en petits boulots de dessin technique qui payaient insultement peu. Les nuits étaient passées à fixer le plafond, à écouter le bâtiment grincer, à calculer des chiffres qui ne fonctionnaient jamais. C'est comme ça que la faim commence vraiment. Pas dans l'estomac, mais dans la poitrine. Le besoin de respirer sans panique. Le forum n'était pas quelque chose que j'avais prévu de trouver. Il est apparu lors de l'une de ces nuits sans sommeil où je scrollais sans but, le téléphone à quelques centimètres de mon visage, essayant de ne pas penser à la vie finale de mon propriétaire posé non ouvert sur la table. Le site avait l'air simple. Pas de pub, pas de branding évident, juste des fils de discussion avec des titres comme arrangement alternatif, soutien discret, besoin mutuel. Au début, j'ai ri sous cap. Putain, ai-je murmuré. C'est triste. Je n'ai pas posté, j'ai juste lu. Des hommes et des femmes négociaient la compagnie comme des contrats. Certains étaient des arnaques évidentes. D'autres moins. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le sexe. C'était le langage, stabilité, constance, soin, des mots qui sonnaient presque doux. J'ai fermé l'appli, puis je l'ai rouverte. Puis à 1 heure du matin, ma boîte de réception a émis un son. Le pseudonyme était Lassarbor. Le message était court. Tu as l'air de quelqu'un qui est fatigué de faire semblant d'aller bien. J'ai fixé ça. Ma première réaction a été la colère. Ma deuxième, la honte. J'ai tapé en retour. Vous vous trompez de personne. La réponse est venue presque instantanément. Non. Tu n'as pas bien dormi depuis des mois. Tu regrettes d'avoir de la structure et tu préférerais être utile que désiré. Les hommes comme toi le sont toujours. Mes doigts ont survolé le clavier. C'est n'importe quoi, me suis-je dit. Mais j'ai répondu quand même. Son nom était Marabelle Cross. Elle a suggéré que nous nous rencontrions en public. Pas de pression, pas d'attente. Ces mots. Nous avons choisi un restaurant en centre-ville, l'un de ces endroits avec des serviettes en tissu et un stand d'accueil qui vous fait vous sentir sous-habillé peu importe ce que vous portez. J'ai failli faire demi-tour quand j'ai vu le voiturier. Je me suis tenu dans les toilettes avant, fixant mon reflet. La chemise boutonnée que j'avais repassée ce matin-là avait toujours l'air fatiguée. Juste un dîner, me suis-je murmuré. C'est tout. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Elliot, a-t-elle dit, souriant doucement. Je suis contente que tu sois venu. Sa voix n'était pas flirt. Elle était mesurée. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle a demandé mon travail, mes parents, mes routines. Elle n'a pas interrompu, ne s'est pas pressée. Quand je me suis embrouillé dans mes mots, elle a attendu. Quand l'addition est arrivée, j'ai instinctivement tendu la main vers mon portefeuille. Elle a doucement repoussé ma main. Je t'ai invité, a-t-elle dit. Ne m'insulte pas, l'addition avait plus de chiffres que mon loyer. Dehors,
Une berline noire était garée au bord du trottoir. « Je ne te demande rien ce soir, a-t-elle dit, touchant légèrement mon avant-bras. Réfléchis juste à savoir si tu aimerais que ta vie soit plus calme. » Ce mot « calme » m'a frappé plus fort que l'argent ne l'aurait jamais pu. 3 jours plus tard, mon propriétaire a collé l'avis d'expulsion sur ma porte. C'est alors que j'ai passé l'appel. C'était le moment où ma vie a basculé. Au début, c'était presque clinique. Un dîner par semaine, de l'argent en enveloppe, pas de questions, pas d'intimité, elle appelait ça du soutien. « Tu ne me dois pas de performance », a-t-elle dit une fois. « Je valorise la présence. » J'ai quitté mon emploi de barman sur sa suggestion. « Tu n'es pas fait pour t'excuser », a-t-elle dit. « Ça érode les hommes comme toi. » Son condo se trouvait au bord de la rivière, des murs en verre reflétant les lumières de la ville. Tout à l'intérieur était de bon goût, cher, vide, pas de photos, pas de désordre. J'ai demandé une fois si elle avait de la famille. Elle a souri finement, pas le genre de sourire qui reste. Les règles ont commencé. Après 22 heures, j'attends le calme, a-t-elle dit négligemment. Je préfère la discrétion. Si tu es en retard, ne te presse pas. Je déteste l'anxiété. Elles ne sonnaient pas comme des menaces. C'est ce qui les rendait dangereuses. Une nuit, j'étais en retard. Des embouteillages, un accident sur la route 9. Quand je suis arrivé, elle n'a pas élevé la voix. Elle ne m'a pas grondé. Elle ne m'a simplement pas parlé. Elle m'a regardé manger, a siroté son vin, a observé. À la fin, elle a glissé l'enveloppe à travers la table. « Tu n'aimes pas décevoir les gens », a-t-elle dit calmement. « N'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. C'était la première fois que j'ai senti le fil se resserrer. La photo est apparue 2 semaines plus tard sur le sol de mon appartement. Moi, sortant d'un magasin de bricolage, écrit au dos d'une écriture soignée. La prise de conscience est une forme de soin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne l'ai pas confronté à propos de la photo tout de suite. C'est la partie que les gens ne comprennent pas quand ils entendent des histoires comme celle-ci plus tard. Ils demandent « Pourquoi tu n'es pas parti ?» ou « Pourquoi tu n'as pas appelé quelqu'un ?» La peur ne s'annonce pas avec des alarmes. Elle s'installe silencieusement et commence à prendre des décisions à votre place. J'ai fixé cette photographie longtemps cette nuit-là. Moi, figé en plein pas, les clés à la main, inconscient. L'éclairage suggérait un après-midi tardif, ce qui signifiait qu'elle ou quelqu'un qu'elle avait engagé avait été proche. Assez proche pour sentir la sueur sur ma veste. J'ai glissé la photo dans l'enveloppe et l'ai fourrée dans un tiroir comme si ça pouvait l'effacer. Le lendemain soir, je suis allé à son condo comme prévu. Elle m'a accueilli avec le même sourire calme, la même voix douce. « Longue journée ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Waze. » Nous nous sommes assis à la table à manger surplombant la rivière. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau comme si rien au monde ne pouvait mal tourner. J'ai glissé l'enveloppe à travers la table. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, bien que ses yeux se soient immédiatement posés dessus. « Tu sais ce que c'est ?» ai-je dit, ma voix plus tendue que je ne l'aurais voulu. Cette photo a franchi une ligne. Elle n'a pas eu l'air surprise. Elle s'est penchée en arrière, a joint les mains et m'a étudié de la manière dont un thérapeute le ferait. Je m'inquiétais, a-t-elle dit finalement. Tu ne répondais pas à ton téléphone, alors je t'ai suivi. Elle a incliné légèrement la tête. Je me suis assuré que tu étais en sécurité. Ce n'est pas de la sécurité, ai-je dit. C'est de la surveillance. Une pause. Elliot, a-t-elle dit doucement, tu confonds l'attention avec le contrôle. J'ai ri sous cap. Non, je ne confonds vraiment pas, elle a tendu la main vers son vin, imperturbable. Les hommes comme toi, a-t-elle dit, ont passé toute leur vie à être ignorés. Toutefois, je remarque quand tu es silencieux, quand tu dérives. Je me suis levé. Ma chaise a grincé bruyamment contre le sol. Ce n'est pas ce à quoi nous avions convenu. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux stables. Non, a-t-elle dit. C'est ce que tu as accepté. Ça m'a cloué le bec. Elle a glissé l'enveloppe d'argent vers moi quand même. Prends-la, a-t-elle dit. Nous en reparlerons quand tu seras moins émotionnel. Je me suis détesté de l'avoir prise. Après ça, les choses ont changé. Pas tout de suite, mais assez pour que je commence à m'adapter sans m'en rendre compte. J'ai arrêté de répondre aux appels après 22 heures. J'ai arrêté de poster en ligne, j'ai arrêté de dire à mes amis où j'allais. Quand mon ancien collègue Derek m'a texté « T'es vivant, mec ?» j'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse, puis je n'ai pas répondu. Maribel a remarque. « Tu as l'air plus léger », a-t-elle dit un soir, touchant mon bras. « Moins encombré. »
Elle a commencé à m'acheter des choses. Des vêtements qui m'allaient trop bien. Une montre qui coûtait plus que ma voiture. Des chaussures dont j'avais peur d'abîmer les semelles. Quand j'hésitais, elle fronçait les sourcils. « Ne rejette pas les soins », a-t-elle dit doucement. Ça semble personnel. Le mot « rejeter » est resté avec moi, comme si dire « non » était une trahison. Un soir, la pluie martelait les murs de verre de son salon. La ville au-delà semblait déformée, irréelle. Elle a versé du vin, puis ne l'a pas bu. « Parle-moi de ta mère », a-t-elle dit. Je me suis légèrement figé. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Tu as mentionné une fois qu'elle était morte jeune. J.I. avalé ma salive. Cancer. J'avais 17 ans. Elle a hoché la tête lentement. C'est à ce moment-là que les garçons apprennent à ne pas demander les choses. La justesse de ses propos m'a fait frissonner la peau. Elle s'est rapprochée sur le canapé. « Qui s'est occupé de toi après » a-t-elle demandé. « Personne », ai-je dit. Je me suis débrouillé. Sa main s'est posée sur mon genou. « C'est une lourde chose », a-t-elle murmuré, de s'élever soi-même. Sa voix s'est adoucie d'une manière qui semblait dangereuse. « Tu n'as pas à faire ça avec moi. » Cette nuit-là, quand nous avons fait l'amour, quelque chose semblait faux, d'une manière que je ne pouvais pas encore nommer. Pas violent, pas forcé, juste désaligné, comme si j'étais placé dans un rôle pour lequel je n'avais pas auditionné. Les règles sont devenues des attentes. Les attentes sont devenues des conséquences. Si je ratais un dîner, l'enveloppe était plus fine. Si je remettais en question son ton, elle se retirait. Froide, silencieuse, distante. Le silence est devenu une punition. Je me suis surpris à m'excuser pour des choses que je ne comprenais pas. Je ne voulais pas te contrarier, disais-je. Elle répondait calmement. Je sais que tu réapprends ce mot. Apprendre. La confession est venue un jeudi. Nous étions assis dans son salon du haut, la pluie tapant doucement contre le plafond en verre. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que je n'avais pas vue auparavant. « Elliot », a-t-elle dit, sans me regarder. « Tu me rappelles mon fils. » L'air est sorti de mes poumons. « Je ne savais pas que tu avais un fils, » ai-je dit prudemment. « Avait » a-t-elle corrigé. « Temps passé. » Ma bouche s'est asséchée. « Je suis désolé. » Elle m'a finalement regardé. Il avait 35 ans. Gentil, brillant. Ses doigts se sont serrés autour du verre. Et il est parti. Parti de ce monde. J'ai échoué avec lui, a-t-elle chuchoté. Je ne l'ai pas assez protégé. Elle a tendu la main vers la mienne, la serrant fort. Je ne referai pas cette erreur. Quelque chose en moi a hurlé, faux. Tu n'es pas mon fils, ai-je dit doucement. Et je ne suis pas un remplaçant. Sun expression a change instantanement. Plate, controlly. Non, a-t-elle dit, tu es mieux. Tu es là. Cette nuit-là, elle m'a demandé de promettre quelque chose. Promets-moi de ne pas disparaître, a-t-elle dit. Promets-moi de me prévenir avant de partir. J'ai hoché la tête. Je ne sais pas pourquoi. La peur a une façon de sonner comme la raison. La clé a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis réveillé au son de la porte de mon appartement qui se déverrouillait. Chaque muscle de mon corps s'est contracté. J'ai attrapé un couteau dans la cuisine et je suis entré dans le salon. Elle se tenait là dans le noir, tenant une clé de rechange. « Tu n'as pas répondu », a-t-elle dit doucement. J'étais inquiète. J'ai explosé. « Tu ne peux pas juste entrer chez moi comme ça », ai-je hurlé. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Son visage s'est durci. « C'est ce que font les personnes qui prennent soin », a-t-elle dit. « Nous vérifions. »« Je ne suis pas ton enfant », ai-je hurlé. Et c'est fini. Le silence qui a suivi était lourd. Chargé. Puis elle a souri. « Tu comprendras », a-t-elle dit doucement. Eventuellement. 2 jours plus tard, je suis allé à la police. Ils ont écouté, pris des notes, avaient l'air ennuyés. « Elle ne t'a pas directement menacé », a dit l'officier. « Tu as accepté un soutien financier volontairement. » Je suis sorti en me sentant petit et exposé. Cette nuit-là, elle a appelé. Sa voix était douce. « N'implique pas des étrangers », a-t-elle dit. « Ça me fait mal. » Une pause. Et quand j'ai mal, les choses se brisent. Le lendemain matin, un oiseau mort était épinglé à ma porte. Soigneusement, délibérément, c'est à ce moment-là que j'ai fait mes valises. Je n'ai pas dormi après l'oiseau. Je me suis tenu dans mon appartement, le fixant, les plumes raides, le cou tordu à un angle contre nature, épinglé avec un soin chirurgical. Pas de projection de sang,
Pas de désordre. Ce n'était pas de la rage. C'était un message. Mes mains tremblaient alors que je déverrouillais mon téléphone. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai rien répondu. J'ai juste commencé à faire mes valises rapidement, maladroitement, jetant des vêtements dans des sacs de sport, renversant une lampe, brisant un verre que je n'ai pas pris la peine de nettoyer. À l'aube, ma voiture était pleine. Je n'avais pas de plan, juste une direction. L'ouest. Alors que je quittais Millbrook, ma poitrine se sentait serrée, comme si je faisais quelque chose d'illégal juste en partant. Chaque feu rouge semblait trop long. Chaque voiture derrière moi semblait intentionnelle. À une station-service à 2 heures de route, je me suis arrêté pour faire le plein. Mes mains tremblaient si fort que j'ai renversé de l'essence sur mes chaussures. À l'intérieur, j'ai payé en cash. Quand je suis ressorti, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'avais pas besoin de le faire. Je sabéis. J'ai conduit pendant 12 heures d'affilée. J'ai dormi dans ma voiture. J'ai changé de numéro le lendemain. J'ai pris des routes secondaires. J'ai payé en cash. Je ne suis resté nulle part assez longtemps pour que ça semble réel. Pendant des semaines, j'ai existé comme une ombre. J'ai atterri à Ridgerest, dans l'Oregon. J'ai obtenu un poste junior en dessin sous un email différent. Je n'ai dit à personne où j'étais. J'ai travaillé, mangé, dormi, survécu. 3 mois ont passé, puis 6, puis 1 an. Pas de messages, pas de photos, pas d'oiseaux. La vie a lentement repris. J'ai trouvé un petit appartement, j'ai peint les murs, j'ai acheté une plante, je me suis laissé croire que c'était fini. C'était mon erreur. C'est arrivé un mardi ordinaire. Je quittais le travail tôt, une bruine mouillait le parking. Alors que j'approchais de ma voiture, quelque chose a attiré mon regard sur le pare-brise. Une enveloppe, couleur crème, soigneusement placée. Mon cœur est tombé dans mon estomac. À l'intérieur, il y avait une photographie. Moi, prise de l'autre côté de la rue. Au dos, écrit de la même écriture soignée, « Tu as l'air en meilleure santé ». Je suis content. J'ai vomi dans le parking. La police ici l'a pris plus au sérieux. Peut-être parce que le temps avait passé. Peut-être parce que la peur avait finalement appris à parler clairement. Ils ont tout documenté, pris des déclarations, m'ont dit de rester alerte. Mais la peur ne disparaît pas quand elle est reconnue. Elle s'aiguise. J'ai commencé à vérifier les verrous de manière obsessionnelle. Les fenêtres, les ombres, les reflets. Chaque femme aux cheveux au burn faisait monter mon pouls. Des années ont passé maintenant. J'ai déménagé à nouveau. Nouveau cabinet, nouvelle ville, nouvelle routine. Sur le papier, je suis libre. Mais parfois, tard dans la nuit, quand mon téléphone vibre de manière inattendue, ma poitrine se serre parce que l'appartenance, la vraie appartenance, devrait se sentir en sécurité. Et la pire chose que j'ai jamais apprise, c'est ceci. Certaines personnes ne veulent pas d'amour. Elles veulent la permanence. Et la permanence n'a pas besoin de consentement. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas si elle me regarde. Mais chaque matin, je me réveille, je prends une inspiration, et je me rappelle que je ne suis pas possédé. Même si une partie de moi se sent toujours comme si je l'étais. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait rétrécir à ce point. Il y a un temps, qui ne semble pas si lointain, où je croyais faire tout correctement. Diplôme universitaire, pas de casier judiciaire, pas de dépendance, pas de grosse erreur. Je pensais que c'était suffisant. Il s'avère qu'en Amérique, cela signifie simplement que vous êtes à une mauvaise année de vous noyer. J'ai 31 ans maintenant, mais quand cette histoire a commencé, j'avais 28 ans et je vivais dans un appartement d'une chambre au-dessus d'un magasin de presse-sur-gage fermé à Holystero, dans l'Indiana. Le genre d'endroit où les escaliers grincent, peu importe à quel point vous marchez doucement, et où le couloir sent toujours faiblement le moisi et les vieilles cigarettes. Le loyer était bon marché, mais seulement parce que le propriétaire ne se souciait pas si le chauffage s'éteignait 2 fois par mois. Je travaillais en support client à distance pour une entreprise de logistique basée à Denver. Horaire flexible, disait-il. Ce que cela signifiait vraiment, c'était des quarts de 12 heures, des clients en colère et un chèque de paie qui couvrait à peine le loyer et les factures. Quand mon père est décédé soudainement d'un AVC, tout a basculé. Frais funéraires, factures médicales, tant de travail que je ne pouvais pas me permettre. Mes économies se sont évaporées en moins de 3 mois. À l'hiver, je sautais des repas sans vraiment me l'avouer. Vous commencez à appeler ça « jeûne intermittent » pour que ça ne ressemble pas à de la pauvreté. Je me répétais que c'était temporaire, que quelque chose allait tourner en ma faveur. Au lieu de cela, mes heures ont été réduites. Cette nuit-là, j'étais assis sur le bord de mon lit,
fixant mon téléphone, rafraîchissant mon application bancaire comme si elle pouvait magiquement changer. $46. C'était tout. Le loyer était dû dans 10 jours. J'ai ri à voix haute. Un son court et laid. C'est alors que je me suis souvenu de la publicité. Je l'avais vue des semaines plus tôt en scrollant désespérément à 2 heures du matin. Une publication sponsorisée enfouie entre des arnaques de crypto et des gourous du développement personnel. Arrangement discret, pas de jugement, bénéfice mutuel. J'ai téléchargé l'application sans trop y réfléchir. Je me suis dit que j'étais juste curieux. L'application ne semblait pas glauque. Pas de couleurs néon, pas de profil à moitié nu, juste des tons sourds et des bios écrits comme des propositions d'affaires, des gens déclarant exactement ce qu'ils voulaient. Pas de prétention. Ça m'a fait plus peur que tout. J'ai créé un profil en utilisant une vieille chemise propre, un bon éclairage. J'ai hésité avant de remplir la section des attentes. Finalement, j'ai tapé « à la recherche de stabilité ». Ouvert à des conseils. Conseils. Un autre mot que je n'ai pas examiné de trop près. C'est alors que René Whitlow m'a envoyé un message. Sa photo de profil était simple. Fin de la cinquantaine. Cheveux gris-brun tirés en arrière. Boucle d'oreilles en perles, yeux perçants qui ne rataient rien. Sa bio disait « Veuve, valeurs traditionnelles ». Je soutiens ceux qui respectent les limites et la structure. Structure. Encore. Nous avons discuté cette nuit-là. Et la suivante. Elle ne flirtait pas, elle ne demandait pas de photos. Elle demandait mes factures, mon score de crédit, mes projets. Tu as l'air perdu, a-t-elle tapé à un moment. J'ai fixé ce message longtemps avant de répondre. Ouais, je le suis. Sa réponse est venue instantanément. Ce n'est pas un défaut. C'est une opportunité. Elle m'a invité à dîner ce week-end. Sa maison était à l'extérieur de Brie Creek, à environ 1 heure de route. Elle a offert de payer l'essence à l'avance. Une notification Venmo est arrivée sur mon téléphone avant que je ne puisse répondre. Ça aurait dû être mon 2e avertissement. La maison de René se trouvait au bord d'un quartier boisé où les boîtes aux lettres se ressemblaient toutes et les pelouses étaient tondues au millimètre près. Une coloniale blanche, des volets noirs, un drapeau américain sur le porche, soigneusement plié la nuit. Elle m'a accueilli avec un sourire chaleureux et une poignée de main ferme. Chaussures enlevées, a-t-elle dit gentiment. Je garde les sols propres. À l'intérieur, tout sentait le polish au citron et la viande cuite. Le salon était impeccable, intact. Des photos de famille alignées sur la cheminée. Son mari défunt, une Renée plus jeune, et un garçon à chaque stade de sa croissance. C'est Caleb, a-t-elle dit, remarquant mon regard. Mon fils. Il est apparu un moment plus tard en haut des escaliers. Début de la trentaine, chemise boutonnée, cheveux soigneusement peignés. Il a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. « Ravi de te rencontrer », a-t-il dit. « Maman m'a un peu parlé de toi. » Ça m'a serré l'estomac. Le dîner était un rôti, de la purée de pommes de terre, des haricots verts, de la comfort food. Renee me regardate manger. « Tu peux ralentir », a-t-elle dit doucement. « Personne ne va te l'enlever. » Je n'avais pas réalisé que je mangeais vite. La conversation est restée polie mais guidée. Elle a corrigé de petites choses. Comment je tenais ma fourchette. Comment je parlais de mon travail. Nous ne nous plaignons pas, a-t-elle dit à un moment. Nous nous adaptons. Caleb a hoché la tête en silence. Quand j'ai tendu la main vers le sel, sa fourchette a tapé contre l'assiette. Nous goûtons d'abord. Je me suis figé, puis j'ai ri maladroitement et l'ai reposé. Je suis juste particulière, a-t-elle dit, souriant. Tu comprends. Je me suis dit que je comprenais. Après le dîner, elle m'a montré la chambre d'amis. Drap frais, coin d'hôpital. Tu es le bienvenu pour passer la nuit, a-t-elle dit. Il est tard. J'ai hésité. Caleb Apparel. C'est plus sûr que de conduire fatigué. Cette nuit-là, allongé dans le lit, j'ai fixé le ventilateur au plafond et je me suis dit que je surréagissais, que c'était juste un ajustement. Que la structure n'était pas la même chose que le contrôle. Je me suis endormi en me convainquant que j'avais besoin de ça. Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir. Je n'ai pas entendu de pas. Je me suis seulement réveillé quand quelque chose de froid et de gras a pressé contre mes lèvres. Je me suis réveillé en haletant, pas en hurlant,
pas en me débattant. Juste cette inspiration nette, comme si mes poumons avaient oublié ce qu'ils étaient censés faire. Pendant une seconde, je ne savais pas où j'étais. Le ventilateur au-dessus de moi tournait trop lentement, cliquant une fois à chaque rotation. La pièce sentait propre, trop propre, comme du détergent et quelque chose de faiblement charnu en dessous, persistant depuis le dîner. Rien ne s'était passé. C'est ce que je me suis dit. Pourtant, j'ai vérifié ma bouche avec ma langue, m'attendant à moitié à goûter quelque chose d'étranger. Il n'y avait rien. Pas de graisse, pas de sel, pas de jus. Je suis resté là longtemps, écoutant la maison s'installer. Quelque part en bas, une planche de parquet a grincé. Je me suis dit que c'était les tuyaux. Les vieilles maisons font toujours du bruit. Mon cœur a finalement ralenti et l'épuisement m'a tiré vers le bas. Le matin est venu avec la lumière du soleil tranchant à travers les rideaux. Renée était déjà debout. Bien sûr qu'elle l'était. Le petit déjeuner était prêt sur la table. Œufs brouillés, toast, café versé exactement à mi-hauteur de la tasse. « Tu as bien dormi ?» a-t-elle demandé. « Ouais », ai-je dit automatiquement. Caleb était assis en face de moi, scrollant sur son téléphone. Il a levé les yeux et a souri. « Maman se lève tôt. » « Toujours. » Renée a hoché la tête. « La discipline compte. » J'ai mangé tranquillement. Tout avait un goût normal. Trop normal. La peur de la nuit précédente a commencé à sembler stupide, comme un rêve qui perd ses contours. Après le petit déjeuner, Renée est passée directement aux affaires. « Je n'aime pas l'ambiguïté », a-t-elle dit en joignant les mains. « Si nous allons faire ça, les attentes doivent être claires. » Elle a glissé une enveloppe à travers la table. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Plus que je n'en avais tenu depuis des mois. « Ça couvre ton loyer pour les 2 prochains mois », a-t-elle dit calmement. « Les factures aussi. En échange, j'attends de l'honnêteté, du respect. » Ma gorge s'est serrée. « Et des limites. » ai-je demandé. Elle a souri. « Bien sûr. » Caleb s'est levé. « J'ai des courses à faire, » a-t-il dit, évitant mon regard. Asterisk. Avant de partir cet après-midi-là, Renée m'a serré fort dans ses bras, s'attardant. « Mange mieux, » a-t-elle chuchoté. « Tu es trop maigre. » Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger, plus en sécurité, honteux de la façon dont j'étais soulagé. L'arrangement a escaladé rapidement. Renée m'envoyait des messages quotidiens, pas des messages romantiques, des vérifications. As to mange. Envoie-moi une photo. Tu as l'air fatigué. Va te coucher plus tôt. Elle a payé une carte de crédit, puis une autre. J'ai commencé à rendre visite à sa maison chaque week-end. Caleb était toujours là, toujours poli, toujours à l'affût. Au début, j'ai pensé qu'il était juste protecteur. Un homme adulte vivant avec sa mère, gênant, mais pas inouï. Il cuisinait parfois. Il nettoyait. Il se soumettait à elle en tout. Elle sait ce qui est mieux, a-t-il dit un jour, riant. La phrase est restée avec moi. Les règles ont commencé à apparaître. Subtiles au début. Pas de téléphone à table. Finis ce qu'il y a dans ton assiette. Nous mangeons ensemble. Si je n'étais pas d'accord, Renée n'argumentait pas, elle se taisait juste, et le silence de sa part semblait pire que la colère. Un soir, pendant le dîner, j'ai mentionné un entretien d'embauche. Renée a fait une pause en plein milieu d'une bouchée. « Tu n'as pas besoin d'un autre travail, » a-t-elle dit. « Je pensais juste que tu es épuisé comme ça. » Elle a coupé doucement. Pourquoi ajouter du stress? Caleb a hoché la tête. Maman a raison. J'ai laissé tomber le sujet. La première fois où j'ai ressenti une vraie peur, c'était lors du 2e séjour nocturne. Le dîner s'est bien passé. Renée semblait satisfaite, presque affectueuse. Mais plus tard, quand Caleb et moi étions à l'étage, je l'ai entendu bouger en bas, des placards qui s'ouvraient, le cliquetis d'une cuillère contre une casserole. Je me suis penché vers Caleb. « Je pense que ta mère cuisine encore. Elle s'inquiète si les gens ne mangent pas assez, » a-t-il dit. « Ce n'est pas normal, » ai-je chuchoté. Il a froncé les sourcils. « Tu suranalyses. » Nous sommes allés nous coucher. Il s'est endormi rapidement. Moi, non. À un moment après minuit, la porte a grincé. J'ai gelé. Des pas, lents,
délibéré. Quelque chose de froid a touché mes lèvres. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. René se tenait au-dessus de moi, une cuillère à la main, une épaisse sauce brune luisant sous la lumière du couloir. Son visage était calme, serein. « Collation de minuit », a-t-elle chuchoté. J'ai recraché et craché. La sauce a éclaboussé sa joue. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» ai-je hurlé. Elle n'a pas scié. « Tu n'as pas fini le dîner. » J'ai secoué Caleb, ma voix se brisant. « Caleb, elle me nourrit. » Il a cligné des yeux, m'a vu avec la sauce dégoulinant sur mon menton. « C'est bon, » a-t-il dit doucement, posant une main sur mon épaule. « Laisse-la juste te nourrir un peu, puis retourne te coucher. Maman sait ce qui est mieux. » Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai essuyé mon visage avec le drap, je me suis frayé un chemin devant René et j'ai couru dehors. L'air était glacé. Je ne me suis pas arrêté pour réfléchir. J'ai attrapé les clés de la voiture de Caleb sur la commode et je me suis précipité. J'ai conduit pieds nus sur la route sombre, les mains tremblantes, l'estomac retourné. Quand j'ai atteint l'autoroute, l'aube commençait à poindre. Mon téléphone a vibré. René. Puis Caleb. Je l'ai éteint. Je ne suis pas retourné. René ne m'a plus jamais envoyé de message. Caleb a laissé des messages vocaux. Calme, confus, blessé. C'était juste des soins, a-t-il dit dans l'un d'eux. Elle t'aidait. Parfois, tard dans la nuit, je me réveille en goûtant la sauce et je me demande combien de personnes avant moi n'ont pas fui. Je n'ai dit à personne ce qui s'était passé. Pas à mes amis, pas à mes collègues, pas même à la thérapeute que j'ai commencé à voir 3 semaines plus tard quand je ne pouvais plus dormir plus de 2 heures d'affilée. Je lui ai dit que je traitais des problèmes de limite. Ça sonnait plus propre, plus sûr, comme quelque chose que vous pourriez régler avec des exercices de respiration et un journal. La vérité était plus difficile à dire à voix haute. La vérité était qu'une partie de moi se sentait toujours coupable d'être partie. C'est ce qui m'a le plus perturbé. J'ai déménagé 1 mois plus tard. Nouvel endroit, un autre quartier de la ville, West Elbridge, plus près de l'autoroute, plus loin des arbres. J'avais besoin de bruit. Le silence me faisait frissonner. Le silence me rappelait cette maison qui s'installait la nuit, les pas que je ne pouvais pas entendre jusqu'à ce qu'ils soient déjà trop proches. J'ai bloqué le numéro de René. Caleb a trouvé un autre moyen. Des emails, longs, calmes, raisonnables, terrifiants dans leur normalité. Maman s'est fait un sang d'encre. Tu as mal interprété ses intentions. Elle est à l'ancienne, pas dangereuse. Tu devrais t'excuser. Ça signifierait beaucoup pour elle. Je n'ai jamais répondu. 2 mois ont passé. Puis 3, la vie s'est stabilisée en surface. Nouveau travail, salaire décent. J'ai même recommencé à cuisiner. Des trucs simples. Pâtes, œufs, mais la sauce me rendait malade. J'ai arrêté de commander quoi que ce soit qui en contenait. Dans les dîners, je demandais des substitutions et je me sentais stupide de la rapidité avec laquelle mon cœur battait. Un soir, je suis rentré chez moi pour trouver un petit colis devant ma porte. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait un bocal en verre. De la sauce, encore chaude. Mes mains tremblaient si fort que je l'ai laissé tomber. Le bocal s'est brisé sur le carrelage. Le liquide brun s'est répandu sur le sol, remplissant mon nez de cette même odeur épaisse et charnue. Au fond de la boîte, il y avait une note écrite en cursive soignée. « Tu avais l'air mince la dernière fois que je t'ai vu. » J'ai vomi. J'ai appelé la police. Ils ont pris un rapport, posé des questions, hoché la tête avec sympathie. « Il n'y a pas de menace directe, » a dit l'officier. « Ça pourrait être une farce. » Je n'ai pas argumenté. Comment expliquez-vous une chose comme celle-ci sans avoir l'air fou? Les emails ont arrêté après ça. Tout comme les colis. J'ai pensé que c'était fini. 1 an plus tard, j'allais mieux. Dormir, manger, presque normal. C'est alors que j'ai vu l'article. Actualité locale. Petit titre. Une femme de Brier Creek arrêtée dans une enquête pour maltraitance sur personne âgée. J'ai cliqué. René Whitlow, 59 ans, accusé d'avoir drogué et retenu un aidant vivant chez elle. Son fils adulte, Caleb Whitlow, interrogé mais pas inculpé. La photo montrait René menotté dans une voiture de police, calme, composé,
les cheveux tirés en arrière, les mêmes boucles d'oreilles en perles. L'article mentionnait des rituels d'alimentation et un conditionnement de soumission. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis assis là pendant longtemps. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je me suis senti chanceux. Chanceux d'avoir couru pieds nus dans la nuit au lieu de me convaincre de rester. Chanceux d'avoir encore une vie en dehors de sa maison. Chanceux que le goût dans ma bouche ait finalement disparu, même si le souvenir ne l'a jamais fait. Certaines nuits, quand je me réveille soudainement, j'entends encore une cuillère cliqueter contre une assiette et je me rappelle que je suis parti. C'est la différence.